Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine, comme toujours, de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Kira, ça va très bien, merci. La semaine se termine bientôt, ça fait du bien. La semaine est interminable. Je confirme. Donc je suis bien, mais souvent quand on enregistre, voilà, c'est la fin de semaine, on se dit que c'est bientôt terminé, il reste le vendredi, on enregistre le jeudi soir. Et sinon, cette semaine, j'ai fait quoi ? J'ai fini Metroid Prime 4, je fais le 100%. J'ai commencé Kirby et le monde oublié avec Madame, donc je cherche un jeu facile. Et pour le coup, c'est assez facile, mais c'est en même temps assez amusant. Et j'ai repris une série, d'ailleurs, je sais même pas si tu l'as regardé, parce que ce serait trop ta cam, c'est Shrinking qui a repris pour la saison 3. J'avais fait une chronique de cette série qui est absolument géniale, donc je vous la recommande avec plein de très 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 bons acteurs. C'est feel good et voilà, j'aime beaucoup cette série. Justement, j'ai commencé cette série hier, parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison. Oui, la 3 du coup. Ouais. Et du coup, j'ai regardé un épisode hier soir, car j'ai terminé les séries que j'avais en cours, à part Fallout, parce que Fallout, il reste un épisode à regarder, donc là j'attends. Si, j'ai regardé une autre série, moi aussi de mon côté, qui s'appelle Chad Powers, sur Disney+. Une série un peu feel-good, humoristique, très typée Ted Lasso, dans le milieu du football américain, avec Glenn Powell qui joue dans Running Man. Très bonne série, 6 épisodes de 30 minutes, ça se regarde super bien et je vous la recommande. Okay. Si vous voulez vous marrer, c'est bonne ambiance, c'est plein de bons sentiments, mais il y a un côté très décalé que j'aime beaucoup. J'ai maté 2 grosses bouses. Borderlands le film. Bon. Pas une grosse c'était surprise. Vraiment pas bien. Pas une grosse surprise. Encore une adaptation de jeu vidéo avec Jack Black. Donc je commence à me dire qu'il faut que je fuis ce genre de, composition. Oui, il joue Claptrap. Donc non, c'est vraiment pas bien. Et j'ai vu aussi un autre remake de merde qui s'appelle The Crow. Le remake d'un film que j'adore. Qui est sorti il y a des années, avec Bill Skarsgård, celui qui joue le clown de ça. Et c'est nul. C'est vraiment très, très nul. Tu t'es fait du mal cette semaine. Non, les 2 films à la suite, là, c'était un supplice. Sinon, niveau jeu vidéo, j'ai commencé Crysis Remastered pour terminer pour vider mon backlog petit à petit. Donc ça va être c'est mon jeu du moment avec un autre jeu dont je ne peux pas parler. Ah oui, c'est vrai. Moi, je sais. Ouais, toi tu sais, toi pas. Peux-tu nous faire le sommaire de l'émission, comment on fait plaisir à la taverne, tout ça. Donc cette semaine, on va traiter une actualité, mais elle est grosse. Voilà, on se connaît, on est plutôt bavard, donc on va parler d'Ubisoft et on s'est séparé le travail en 2. Donc tu parleras de tout ce qui est jeu, projet, studio, dans la tourmente, et moi j'évoquerai l'organisation cible en BU que Ubisoft nous propose. Ensuite, tu vas nous parler comme d'un petit fil rouge de Castlevania, donc on est tous les deux très heureux, et là c'est Lord of Shadow, donc le reboot 3D sur Xbox 360 et PS3 je pense, et je finis sur une petite chronique du coup de Pokémon Les Horizons, qui est une série Netflix qui est sortie il y a peu de temps, et il y a pas mal de choses à dire, ça va être pas mal, intéressant. Ok, et comment peut-on faire plaisir à la taverne ? Et oui, j'allais oublier tout à fait les 5 étoiles. Voilà, si vous voulez nous aider, nous faire plaisir et surtout soutenir le contenu que vous aimez, un contenu qui est gratuit, qui est toutes les semaines avec pas mal de travail, c'est les 5 étoiles sur les applis de podcast, ou sinon partager les épisodes pour faire découvrir la taverne à plein d'autres personnes, sachant qu'elle est dispo sur toutes les applis de podcast et en radio maintenant. Donc grâce à vous et votre soutien, petit à petit la taverne grandit, Kira, si je puis dire. C'est vrai que petit à petit, on commence à se faire connaître. On a de plus en plus de monde qui nous suit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même nous écoute. Et ça, merci à vous, parce que c'est vraiment grâce à vous que on a le courage tous les jeudis d'enregistrer. Pour l'instant, nous étions des petits oisillons, nous sommes des aigles et nous aimerions être des dragons. Voilà, on va être des dragons. On est des aiglounés pour l'instant, et puis bien sûr, Objectif Dragon. C'est ça bien, quoi, fan de Rick Fantasy. On lance le générique et on attaque avec la grosse news de la semaine.
C'est un peu la merde chez Ubisoft en ce moment, hein. C'est un euphémisme. Ils sont en pleine crise, ils ont annoncé des annulations, des retards, des fermetures, des licenciements. Il y a même un mouvement social en cours, donc je vais commencer à vous décrypter toute cette partie avant que Sid prenne la relève pour la seconde partie qui est plus davantage tournée sur l'avenir d'Ubisoft au final. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ubisoft traverse une période de réorganisation interne, d'envergure, on va dire. Donc ils annoncent ça comme pas un reboot, mais le terme de reset en fait. Donc ils ont envie de repartir à zéro. Voilà. Ils ont annoncé donc d'importantes pertes financières. Donc ils annoncent d'ailleurs des pertes allant jusqu'à 1 milliard d'euros cette année, ce qui est quand même pas rien. Et ils ont donc lancé un plan de restructuration radicale visant à redresser la barre, hein. Ce plan comprend du coup l'annulation de 6 jeux en développement, parmi lesquels le très attendu remake de Prince of Persia Les Sables du Temps. Mais oui. Donc projet que beaucoup de fans attendaient depuis des années. Donc c'était le projet le plus avancé de cette salve de jeux qui ont été annulés. Moi, comme je l'avais jamais fait, ça me tentait bien. En plus, j'étais hypé. J'avais écouté une émission de Sœurs d'édition qui en parlait, comme quoi c'était un monument. Et tu vois, je me suis dit, cool, je vais découvrir la saga Pop que je connais vraiment pas. Et le lendemain, c'est fini, quoi. Finito. On m'a brisé mes rêves dans le fouet. C'est vrai que c'est un monument du jeu vidéo pour toute la saga Prince of Persia en général, mais principalement cette trilogie. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Prince of Persia. Moi, c'est pas trop ma cam pour la simple et unique raison, c'est que c'est un jeu qui est très très orienté grimpette. Tu sais, où tu dois courir sur les murs, t'accrocher à des poteaux. Il y a un côté platformer plus rapide, on va dire. Et ça, c'est pas vraiment ma cam dans le jeu vidéo. Par contre, ce que j'aimais bien dans Prince of Persia, c'était l'enrobage, la perse, bien sûr, le prince, l'ambiance, le côté conte des mille et une nuits. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et comme beaucoup de séries de l'époque, cette série devenait de plus en plus dark au fur et à mesure, avec le 2e et 3e volet, à l'instar de Jack and Dexter. À côté de ça, ils ont annoncé donc d'autres jeux. Alors, certains jeux, c'est pas vraiment des rumeurs, c'est des fuites internes chez Ubisoft, donc que j'ai pu avoir par des biais détournés. On parle d'Assassin's Creed Rebellion, qui était prévu initialement sur mobile. Donc c'est le studio Halifax qui était chargé du développement de ce jeu, et du coup qui est fermé dans la foulée par Ubisoft. Donc ça, c'est le premier. Un jeu mobile, on va pas trop le pleurer, celui-là. Voilà, un jeu mobile, on va pas trop le pleurer. Il y a un autre jeu derrière, je pense qu'on va pas trop pleurer non plus, qui s'appelle Clash of the Beast. C'est un projet free-to-play qui est mené par Ubisoft Abu Dhabi. La puce, enfin, on avait un peu la puce à l'oreille, on va dire, sur on va dire la fin de ce projet, dans le sens où Ubisoft Abu Dhabi avait réduit ses effectifs de 50% au mois de décembre. Ça tu sais, quand il y a eu l'annonce, quand il y a eu l'annonce des licenciements chez Ubi, eux faisaient partie des premières lignes. Un autre jeu, pour le coup, je ne savais pas qu'il allait arriver, mais sur le papier, ça me tente beaucoup. Le nom de code, c'était Crest. C'est un projet proche de Ghost Recon, qui se déroulait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le concept aurait pu être cool, un Ghost Recon monde ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas en France. Il y avait un système de mécanique multijoueur en plus et d'extraction, donc voir comment ça aurait pu être intégré. C'était développé par Ubisoft Réflexion. Mais le studio fait également face à des licenciements depuis décembre 2025. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que les premiers licenciements qui ont eu lieu en cette fin d'année, en fait, au final, c'est quand même logique parce que c'est les jeux qui s'arrêtent, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. Un autre jeu qui s'appelle le projet Pathfinder, donc c'est un Battle Royale coopératif inter-équipe. Donc l'objectif de jeu, c'était de réunir un maximum d'équipes pour affronter un boss commun au centre de la map. Donc c'était, on va dire, une réinvention du Battle Royale, pas quelque chose qui m'intéresse en soi, mais qui avait le mérite d'être original. Et là, c'était Ubisoft Annecy qui était en charge du développement. C'est dommage pour les équipes. Pareil, ça me fait pas rêver du tout, mais pour les équipes, c'est toujours ça qui fait un peu mal au cœur. Exactement. Un autre projet qui a été annulé, c'est le projet Ethermassive. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est un projet qui est en phase de recherche et développement. Il l'avait annoncé, en fait, il y a quelques temps, en gros, c'est un système de réalité augmentée chez Ubisoft, en fait. Donc, c'était la possibilité d'intégrer de la réalité augmentée dans les jeux, mais aussi des outils de création en interne, en fait, pour faciliter la communication entre les studios et le développement de jeux. Donc là, on est plus sur, on va dire, quelque chose... plus des outils, on va dire, qu'un jeu à part entière. Mais ce projet a coûté énormément d'argent en R&D et du coup a été annulé directement.
Alors, c'est les seuls jeux que j'ai parmi les annulations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Beyond Good and Evil 2 est toujours en développement. Oui, c'est vrai. L'arlésienne du jeu vidéo. Voilà, Duke ce jeu Nukem quand même a été Forever. annoncé en 2008. Ouais. Non, c'est un truc. Je sais de pas ouf. si tu arrives à voir quand même, ça fait quasiment 20 ans. Ouais. Le budget estimé à l'heure actuelle aux alentours de 500 millions. C'est ce que donc j'ai c'est vu. présenté comme un projet quadruplé A. Mais ce projet-là, en fait, Ubisoft y croit beaucoup et l'annonce est comme une pierre angulaire du nouveau Ubisoft. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Ok. Et dernier petit point de cette liste-là, Ubisoft Bordeaux, le studio traverse actuellement une période difficile car ils n'ont pas alors j'appelais ça des IP, mais en gros Ubisoft ne les fait pas travailler en fait, ne leur propose pas de jeu pour le moment. Et je sais pas si tu te souviens, Ubisoft Bordeaux avait été annoncé en grande pompe il y a quelques années comme le savoir-faire français et surtout le nouveau Ubisoft Made in France. Et pour l'instant, les pauvres, ils sont quand même un peu en galère. Ils servent essentiellement de studio de support. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu de ce côté-là. Ouais. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que dans ce qui a été annulé, c'est qu'on est sur des projets totalement différents. On est vraiment sur. On peut pas dire qu'Ubisoft fait toujours la même chose. On a vraiment des choses très différentes. Variées, ouais. Et on va dire qu'on peut rien avoir pour tous les goûts, mais quand même, ils ont quand même pas mal surfé sur le free-to-play ou le jeu à service, et ça se ressent quand même malgré tout là-dedans. En plus de ces annulations, il y a 7 autres titres qui ont été repoussés, ce qui perturbe profondément le calendrier des sorties au sein d'Ubisoft. Ça inquiète déjà les joueurs, les développeurs, mais aussi les actionnaires, parce que du coup, c'est des jeux qui étaient prévus de sortir cette année, et du coup qui ont été repoussés à une date ultérieure. Donc dedans, il y a le fameux Splinter Cell qui était prévu, qui n'avait pas de date, mais a priori qui ferait partie des jeux repoussés. J'ai pas plus de détails sur les autres jeux, mais voilà, donc ce qui explique pourquoi ils envisagent une perte de 1 milliard cette année. J'avais cru voir le remake d'Assassin's Creed Black Flag qui était repoussé 2027. Je l'ai lu tout à l'heure en plus, juste tout à l'heure, c'est un jeu que j'attendais et du coup que je vais devoir décaler. Ouais, tu l'aimes beaucoup celui-là en plus, toi. Ouais, c'est mon Assassin's Creed préféré, et c'est vrai que, je les ai quasiment, comme ça que j'avais je les ai quasiment tous en boîte, et c'est le seul que je n'ai pas parce que je l'ai en démat et je l'ai pas réacheté en boîte parce que j'attendais le remake en fait. Donc voilà, ça sera l'occasion. Parallèlement, Ubisoft procède à des fermetures de studios, notamment à Stockholm et Halifax. Que tu parles, des restructurations, voilà, dans plusieurs. C'est des grosses restructurations. Ils annoncent également la même chose dans d'autres sites internationaux. Ils veulent réduire drastiquement les capacités de production et surtout le personnel. Mais là où ça devient compliqué, c'est en France, où la situation sociale s'envenime. L'entreprise a annoncé donc un plan de rupture conventionnelle collective qui pourrait concerner jusqu'à 200 postes au siège de Paris. Alors quand on parle de Paris, c'est pas Ubisoft Paris le studio, on est vraiment sur le siège social, la tête pensante de Huy en fait. Donc c'est quand même une part significative des effectifs français. Ces suppressions de postes s'inscriront dans un plan d'économie évalué à des centaines de millions d'euros pour les prochaines années. Face à ces annonces, forcément, plusieurs syndicats français, dont le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, donc Solidaire Informatique, la CGT et Printemps Écologique, ont appelé à une grève nationale de 3 jours prévue le 10, 11 et 12 février pour protester contre les licenciements, bien sûr, la fermeture de studios et surtout la nouvelle politique de la direction. Parce que là aussi où il y a des nouvelles choses, c'est que Ubisoft a annoncé la fin du télétravail au sein de leur entreprise. En fait, ils veulent fonctionner par un système de carte à points télétravail, en fait, où tu auras le droit à tant de jours de télétravail à l'année en fonction de tes résultats. Donc, les organisations syndicales dénoncent un mépris du dialogue social, notamment vers la fin, comme je disais, la fin du télétravail, l'imposition du retour à plein temps au bureau et en plus des suppressions d'emplois supplémentaires en fait. Et ils voient ça un petit peu comme une façon de pousser les gens à la sortie. Donc ce mouvement de protestation pourrait aussi s'étendre sur le plan international, c'est ce que cherchent les employés d'Ubisoft, avec des actions envisagées dans d'autres pays. On sait que le Canada, qui est très où Ubisoft est implanté massivement, a l'air a priori de suivre plus ou moins le mouvement, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, l'année 2026, c'est dur. Ça commence pas super fort pour Ubisoft. Non, vraiment c'est dur, c'est des perspectives évidemment qui sont rudes, même si tout ça, ça tombe pas du ciel, on s'en doutait avec toute la restructuration qui était déjà annoncée. Là, ça devient concret. Et évidemment, comme ça devient concret, c'est extrêmement dur pour les équipes. Donc, oui, puis ils se sont pas mal rapprochés de Tencent, qui les ont pas mal sauvés. Et il y a aussi Tencent qui a du personnel, donc forcément, ça évite aussi le principe de doublon, en fait.
tout simplement au niveau de la... C'est pour ça que c'est la tête pensante là en ce moment qui est vraiment... J'appelle la tête pensante, c'est pour parler du siège social, Ouais. mais vraiment c'est la tête d'Ubisoft qui est vraiment en première ligne, ce qui me paraissait bizarre au début, mais en fait non, c'est parfaitement logique en fait avec toutes les restructurations qu'il y a eu. Et c'est logique avec ce que je vais dire. Du coup, ça fait, je pense qu'on peut passer sur la transition Ça fait une belle transition. de l'avenir un peu plus opérationnel, structurel de l'entreprise. Donc, il y a eu une transformation profonde de l'organisation opérationnelle, c'est comme ça qu'ils appellent ça, d'Ubisoft en général, pour une création de 5 maisons créatives, donc des creative houses. Donc, la première, c'est Vantage Studio. Donc celle-ci, on la connaît, c'est celle qui est en lien avec Tencent et qui va porter toutes les grosses IP d'Ubisoft, donc Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six. C'est une filiale créée avec Tencent. La deuxième Creative House, c'est dédié aux shooters plus. Donc on a The Division, on a Ghost Recon, on a Splinter Cell. Donc celle-ci, elle est pour toi, Kira. La partie Tom Clancy. Ouais, voilà, c'est exactement. Donc plus sur la compétition, le coop. La troisième, c'est davantage l'aspect communautaire. Après, c'est vrai que Ubisoft, on peut le dire quand même, je trouve que ça reste une des dernières boîtes qui a quand même transformé des vrais succès dans les jeux à service. Donc je pense à For Honor qui avait bien marché, que moi ils avaient réussi à m'avoir. Cool en plus. Ouais. The Crew, Skull and Bones, bon ça c'est un autre sujet. La quatrième maison créative, c'est plus sur l'aspect un peu plus culte, vieille licence RPG. Donc on a Rayman, on a de l'anneau et on a du fameux Beyond Good and Evil. Et enfin la cinquième maison, c'est le grand public, donc Just Dance, Uno, Hasbro, donc toutes les licences de ce style plus familial. Et donc ce principe, il réside dans des maisons qui sont indépendantes, qui ont leur propre budget, leur propre objectif de rentabilité et surtout une gestion quasi autonome. C'est des petites entreprises dans l'entreprise. C'est vraiment ça le principe. Et l'intérêt, c'est justement de responsabiliser chacune de ces maisons créatives et aussi de les spécialiser. Parce que finalement, Ubisoft, c'était aussi ça. C'était une grosse entité qui faisait beaucoup de choses. En les partitionnant en 5, on a des équipes créatives qui excellent dans un domaine, une licence, et ils doivent justement porter à objectif, à profit leur maison de créative. Donc avant de faire un parallèle avec ce qui se fait déjà dans le monde du jeu vidéo, qu'est-ce que tu en penses, toi, Kira, de cette restructuration en 5 maisons ? Alors pour moi, je pense que c'est la meilleure idée de leur nouveau plan, dans le sens où ça évite que les jeux Ubisoft se ressemblent tous. C'est vrai que depuis un certain temps, on a retrouvé des mécaniques de light RPG, par exemple, dans tous leurs jeux, que ce soit le Far Cry 6, d'ailleurs, qui a été vraiment boudé à cause de ça. Cette mécanique avait été intégrée dans le spin-off, le standalone Far Cry New Dawn, de mémoire. C'était arrivé également dans Ghost Recon Breakpoint, avant qu'ils fassent volte-face et qu'ils mettent 1 an à faire les mises à jour pour revenir sur l'ancien système des Ghost Recon. Mais on le retrouve également aussi dans des jeux comme Avatar Frontier of Pandora, où on a aussi ce système de light RPG, ce qui était un petit peu gênant. Et on retrouvait aussi le fameux monde ouvert avec les mêmes quêtes qui se répétaient, voilà, dans Star Wars Outlaws, dans les Assassin's Creed Shadow par exemple, ou même encore une fois Avatar. Et depuis que The Division en fait avait cartonné avec ce système-là, ils l'ont intégré partout en fait. Et là, je me dis, le fait de scinder chaque entité avec leur savoir-faire et surtout des jeux qui pourraient correspondre à leurs ADN, pour moi, c'est la meilleure des choses. Regarde, par exemple, je vais revenir sur Ghost Recon, mais le principe de looter, on va dire shooter, où tu as des niveaux avec des armes pour pouvoir tuer tes ennemis, où ça devient des sacs à PV, ça va à l'encontre même du principe du jeu, en fait, où on devait justement privilégier le one-shot, on tirait dans le bras de l'ennemi, on pouvait le désarmer, ça allait complètement à l'encontre, en fait. Et donc là, je pense que pour la créativité, ça sera quelque chose de très déjà valorisant pour les équipes, et surtout de quelque chose de très pertinent sur le long terme. Et en plus, ça fonctionne, parce que c'est pas un modèle qui est nouveau, il y a plein d'entreprises qui le font. Moi, je bosse dans une société qui l'a fait. On a créé des business units, on a transformé toute l'entreprise. Et dans le monde du jeu vidéo, c'est un modèle très japonais. Capcom sont divisés en 3 divisions. Donc il y a Jun Takeshi qui s'occupe de toute la partie Resident Evil, Devil May Cry, Dragon's Dogma. La division 2 qui est Monster Hunter, Street Fighter. La division 3, Mega Man, Ace Attorney, Pragmata d'ailleurs, avec des têtes pensantes, des grands producteurs. Donc j'ai cité Jun Takeshi qui est un des piliers de Capcom aujourd'hui. Square Enix aussi qui s'est restructuré, je ne sais pas si tu te souviens, récemment, mais toujours dans cette idée d'optimiser les ressources,
avoir des maisons créatives plus puissantes, plus spécialisées. On en a 4 chez Square Enix. Donc la première, c'est les Final Fantasy Solo et Kingdom Hearts. La deuxième, Dragon Quest, Nier, Octopath Traveler, tout ce qui est un petit peu en 2D HD. La troisième, c'est sur Final Fantasy XIV, Final Fantasy XV et le 17, Final Fantasy XVI, pardon, et le 17 qui arrive avec Yoshida, donc Yoshipi. La quatrième, les Mana, les remasters, etc. Et eux, Square Enix, ils ont plutôt l'idée de faire graviter ces maisons créatives autour de très grandes personnalités, justement, créatives, des figures très fortes. Donc c'est pour ça que je citais Yoshida ou Kitase, qui s'occupent des 2 premières maisons d'édition. Et à savoir, c'était aussi structurer les maisons autour de très grands créateurs. Capcom l'avait fait aussi historiquement. Donc, ils avaient 5 maisons. La production studio 1. J'ai l'impression que tu parles de Game of Thrones. Mais c'est complet. Mais en fait, alors c'est très drôle parce que tu regardes ça en tête. Shinji Mikami s'occupait de la production studio 1 quand il était chez Capcom. Il a fait Resident Evil 4, Devil May Cry, etc. La 3, c'était Keiji Inafune, un très grand de Capcom, qui s'occupait de d'Onimusha, Megaman, Dead Rising, etc. Donc c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui met en valeur des très grandes personnalités. Et par contre, à contrario, un des défauts, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, c'est que c'est un peu le Game of Thrones à l'intérieur de la boîte. C'est tire un peu dans les pattes. Ouais, quand tu as des très grands, là, chez Capcom, ce que je citais, c'est l'ancienne organisation, mais avec Keiji Inafune, Shinji Mikami, etc. C'était très gros level. Nintendo, d'ailleurs, fonctionne aussi comme ça en maison avec leurs différents départements, Zelda, Splatoon, etc. Donc, c'est un modèle qui fonctionne extrêmement bien. Oui, c'est pas étonnant parce qu'en fait, ça responsabilise. Aujourd'hui, chez Ubisoft, c'était un ensemble et finalement, quand tu crées un ensemble, la responsabilité est diluée en termes de stratégie et de pilotage d'entreprise. En faisant des maisons créatives comme ça dédiées, en fait, t'as la responsabilité qui est sur une maison. Et qu'est-ce qui peut se passer? Si ça dévisse, tu coupes pas la tête de toute l'entreprise, malheureusement, tu te sépares, tu vends une division. Et c'est ce qui peut arriver dans l'Ubisoft de demain. C'est qu'aujourd'hui, je pense que Ubisoft est trop gros pour être vendu. Et de diviser comme ça en maison créative et en sous-entité l'entreprise, ça permet de se délester d'une, une qui surperforme, la mettre en avant, etc. Enfin voilà, ça crée une émulation, en tout cas en termes de stratégie et d'économie, quoi, tout simplement. Donc, comme toi, je finis là, je pense que c'est la meilleure idée en termes de pilotage d'entreprise aujourd'hui, en termes de structure, surtout dans un monde où il faut être de plus en plus agile. Et là, on a des structures qui le seront davantage, plus spécialisées dans leur domaine, et c'est une bonne chose. Moi, j'y vois en tout cas, je comprends la casse, tout ça, c'est très compliqué socialement, mais c'est plus vertueux à mon sens. Après, je me dis là où ça peut être intéressant, je reprends un peu le modèle Electronic Arts où ils ont plusieurs divisions également, et surtout Electronic Arts a une division 1, 2, 3 qui est plus portée sur les indépendants, et c'est comme ça qu'on a eu A Way Out, It's Take-Two, tu vois, certains jeux justement qui fait partie du label indépendant d'Electronic Arts, donc ça permet aussi d'injecter des fonds peut-être dans des projets plus originaux pour tenter de nouvelles choses. Pourquoi pas faire une petite maison, une petite résidence secondaire, tu vois, annexe, où dedans tu mets 2-3 gars un petit peu pétés du bulbe qui eux vont tenter des choses pour éviter de se retrouver toujours avec les mêmes jeux, parce que c'est ce qui est reproché actuellement à Ubisoft, c'est de faire de la même chose tout le temps en fait. Et donc là, ils ont une opportunité de faire des choses différentes chacun dans leur secteur déjà, et pourquoi pas de mettre un budget minime en recherche et développement sur certains jeux peut-être plus obscurs, mais au moins ça leur permettrait d'avoir des sorties peut-être toute l'année, et ça c'est quelque chose d'important. Oui, et puis ça fait vraiment émerger, je pense, des grands noms du jeu vidéo, des grands talents, etc. Je pense que c'est plus apte à proposer un environnement de travail plus créatif, et des géants du jeu vidéo, on en a vu naître comme ça. Je citais Shinji Mikami tout à l'heure, mais il y avait aussi le studio Clover avec celui qui a fait Okami, j'adore. Kamiya. Oui, c'est lui, c'est Kamiya. Enfin, oui, des très grands noms du jeu vidéo ont émergé comme ça, et de donner une identité à ces maisons, ça casse aussi ce que tu disais, une certaine uniformisation des productions. Et je pense que ça peut que aujourd'hui être salutaire pour Ubisoft. Espérons simplement pas que ça ouvre la voie, comme je disais, à une vente à la découpe, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de salariés. C'est ça qui est inquiétant. Ouais, après inquiétant, le bateau est déjà en train de couler, mais en tout cas, c'est un risque en effet de voir Ubisoft divisé et vendu par maison de production. À voir du coup.
Ce qui fait peur aussi, c'est qu'avec leur nouveau système de restructuration interne, sans parler des conditions de travail, les choses comme ça, c'est qu'a priori, beaucoup de seniors ont tendance à quitter le navire. Et donc, du coup, ils risquent de se retrouver avec une équipe vraiment composée de juniors. D'un côté, avoir des juniors, c'est bien, parce que ça permet d'avoir un œil nouveau sur l'industrie du JV. Le problème, c'est qu'il dit junior, dit aussi faire des conneries et potentiellement perdre du temps en développement, en fait. Et c'est vrai que Ubisoft aime sortir des jeux à très très gros budget, et dans ces cas-là, le temps, c'est de l'argent. On le voit avec Beyond Good and Evil, et se retrouver qu'avec une équipe de juniors, ça peut tout de suite être problématique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller sur le long terme. En attendant, moi, de mon côté, je soutiens les équipes d'Ubisoft qui veulent faire valoir leurs droits. C'est quelque chose pour moi qui est essentiel. C'est, on va dire, une subtilité française qu'on a, et c'est quelque chose qu'il faut tenir bon par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est pas un bon moment. On va dire qu'ils commencent 2026 de façon assez compliquée. C'est donc la fin de cette grosse news sur Ubisoft. On va continuer le fil rouge que tu as initié la semaine dernière sur Castlevania. Donc toi, tu as parlé de la saga 2D. Moi, je vais commencer la saga 3D. Par contre, la saga 3D, je la ferai en 2 parties parce qu'il y a déjà énormément de choses à dire sur le premier Castlevania Lord of Shadow. Et vu que les 2 jeux sont quand même assez différents sur pas mal de structures, j'ai décidé de scinder ce test en 2. Donc là, ça sera uniquement Castlevania Lord of Shadow. Donc petite musique en avant. Lorsqu'on évoque la saga Castlevania, on pense immédiatement à une série mythique du jeu vidéo née dans les années 80, profondément marquée par l'esthétisme gothique, les châteaux labyrinthiques, les créatures de la nuit, et une lutte éternelle contre Dracula. Si vous voulez plus de détails, je vous oriente vers l'épisode de la semaine dernière. Pendant près de 20 ans, la licence a su évoluer, notamment avec l'ère des Metroidvania, tout en conservant, on va dire, une identité forte. C'est vrai. Pourtant, à la fin des années 2000, Castlevania semblait avoir perdu de sa superbe. Il peinait à renouveler, on va dire, à se renouveler dans un paysage vidéoludique en pleine mutation. Ils avaient bien tenté un Castlevania Judgment sur Wii, mais ce titre fut, à juste titre d'ailleurs, mal aimé, et c'est dans ce contexte que Castlevania Lord of Shadow voit le jour. Donc c'est un véritable reboot de la série, le jeu prend des risques majeurs dans tous les domaines, changement de gameplay, nouvelle direction artistique, narration plus cinématographique, et surtout une réinterprétation complète de l'univers. Ce projet devait marquer un tournant décisif dans l'histoire de la licence. Bien sûr, vous le savez, il n'y a eu que 2 jeux, donc ce tournant décisif, il en est tout autre, mais on va expliquer pourquoi. Il y en a eu, Lord of Shadow, il y en a 3, il y a l'épisode 3DS aussi qui est... Alors, il y a 2 Lord of Shadow et un spin-off 3DS que je vais intégrer justement à Lord of Shadow 2, parce que là j'ai déjà beaucoup de choses à dire, mais j'en parlerai à ce moment-là. C'est bien. À la fin des années 2000, Konami, détenteur de la licence Castlevania, cherche à relancer la série. Les derniers opus, bien que respectés par les fans, n'ont plus l'impact d'antan. Le public évolue, les attentes changent, la technologie également a changé, et les jeux d'action-aventure prennent une place dominante dans l'industrie. Konami souhaite donc moderniser cette saga et l'adapter aux standards contemporains. Le projet est confié à un petit studio espagnol qui s'appelait Mercury Steam, enfin qui s'appelle toujours, parce qu'ils ont encore sorti un jeu l'année dernière. C'est un studio méconnu à l'époque, et ce choix peut surprendre, mais il repose sur une volonté claire, offrir un regard neuf, et surtout un regard européen à la série. Ils veulent que la série soit réinventée, sans être prisonnier des codes historiques. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus, elle a un très fort ancrage européen, cette série, dans le lore, l'histoire. Exactement. La jeunesse de Castlevania, c'était en France, d'ailleurs, je l'expliquais la semaine dernière. Donc, plutôt cool. Moi, j'aime, en plus, Mercury Steam sont très très bons. Là-dessus, c'est vraiment le bon mot, mais globalement, tout ce qu'a tenté Konami sur, on va dire, le diptyque Lord of Shadow, ça part vraiment de bonnes intentions. Clairement. Donc le développement débute avec une idée forte, ne pas faire une simple suite, mais un reboot complet, capable d'attirer à la fois des anciens fans et un nouveau public. Pour cela, le studio imagine un univers plus sombre, plus épique et surtout plus cinématographique, inspiré des grandes fresques mythologiques européennes, donc du folklore européen.
L'un des éléments les plus marquants de la production, et c'est ce qui a permis de lancer, on va dire, ce projet, c'est l'arrivée d'Hideo Kojima, donc le créateur du légendaire Metal Gear Solid, à l'époque où ça faisait encore rêver d'avoir son nom à un générique. Oui, parce qu'il est crédité, et Kojima Productions d'ailleurs est aussi crédité au générique du jeu. Il a apporté, son aide a été surtout auprès de Konami, où il a vendu en fait le projet, et c'est assez rigolo, quoi. C'est ça, parce que son implication dans le projet, déjà, ça a immédiatement attiré l'attention des médias et des joueurs. Exactement. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même fou. Bah, c'est trop Il y avait bien. des théories, il y avait une hype de fou. Sur les forums de jeuxvideo.com, on parlait pendant des heures justement pour parler de ce futur Castlevania. Et comme tu le disais tout de suite, il est important de préciser que Kojima n'est pas le directeur du jeu. Producteur. Son rôle est celui de producteur exécutif, donc un poste stratégique mais indirect. Il apporte son soutien créatif, son expérience et surtout sa vision du jeu vidéo en tant qu'œuvre narrative et émotionnelle, et il faisait le lien entre Konami et le fameux studio. Il est quand même intervenu plus directement, on va dire, sur plusieurs choses, et ça se ressent dans le jeu. La mise en scène, déjà. Le rythme narratif, la construction des personnages. C'est vrai que Gabriel Belmont ressemble quand même beaucoup à une version, on va dire, un peu plus lisse de Snake. Hein. Il a la même coupe de cheveux, enfin c'est grand brun avec le même style de visage. Et surtout, la volonté de raconter une histoire plus mature et dramatique. Et on ressent également la patte de Kojima là-dessus. Bon, après, ça reste du Kojima assez light, on va dire, mais déjà, on le ressent quand même. Sa présence également permet au projet de gagner une crédibilité internationale. Kojima va pousser Mercury System à assumer pleinement une narration ambitieuse et à donner plus d'importance aux émotions et à la tragédie du protagoniste. Il encourage aussi une approche plus occidentale du jeu, donc on en parlait tout à l'heure. C'était vraiment la première pierre de cette nouvelle saga. C'était s'éloigner du style japonais traditionnel pour vraiment l'européaniser. Si je peux. C'était une très bonne idée, hein, franchement. Là-dessus, il Exactement. a toujours eu beaucoup de flair. Je vais vous faire un petit synopsis. Donc, Castlevania Lord of Shadow nous plonge dans un monde médiéval ravagé par les ténèbres. Les seigneurs des ombres, des entités maléfiques d'une puissance colossale, ont rompu l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Les âmes errent, la nature est corrompue et l'humanité est au bord de l'extinction. Le joueur incarne Gabriel Belmont, membre de la Confrérie de la Lumière. Contrairement au précédent Belmont d'ailleurs, Gabriel n'est pas un héros triomphant et sûr de lui. C'est plutôt un homme brisé, rongé par la douleur et la culpabilité suite à la mort de son épouse, Maria. Et c'est le premier Belmont chronologique de la saga. Sa quête est double, il faut vaincre les Seigneurs des Ombres et surtout tenter de ramener son amour à la vie. Donc, ce qui en fait une belle histoire d'amour à la Dracula, en fait. Et ça, c'est quand même assez cool. Et Dracula est d'ailleurs une des premières inspirations de la saga Castlevania, c'est ce que tu disais la semaine dernière, donc la boucle est bouclée. Exactement. Au fil de l'aventure, Gabriel traverse des environnements variés, donc on va retrouver de la forêt maudite, des ruines antiques, des châteaux titanesques, un royaume gelé ou même des terres infernales. Chaque seigneur de l'ombre représente une épreuve autant physique que morale, et le récit est volontairement tragique. Ça interroge sur les frontières entre le bien et le mal, la notion de sacrifice et les conséquences des choix humains. Sans trop en révéler, bien que je vais être obligé de spoiler quand même par la suite, parce qu'on va parler du 2, l'histoire réserve un twist majeur qui redéfinit totalement la mythologie de Castlevania et qui bouleverse la perception du protagoniste. C'est quelque chose qui a beaucoup divisé à l'époque. C'était un choix qui était très clivant. Pour moi, c'est un super choix. Et c'est ce qui me donne envie à chaque fois de relancer ce jeu, en tout cas. Mais je spoilerai du coup la semaine prochaine, lors de la chronique, enfin dans 15 jours, la chronique du deuxième jeu, parce que tout part de là, en fait, directement. Mais à l'époque, comme on dit, mamma mia, je fais l'accent de Mario, mais voilà, à l'époque, c'était un sacré coup de pied. L'un des aspects les plus impressionnants de ce jeu réside dans sa direction artistique. Le jeu adopte une esthétique gothique réaliste, sombre et majestueuse. On est quand même très éloigné des graphismes plus colorés ou stylisés des anciens opus. L'écart technologique oblige, bien sûr. C'est vrai. Les décors sont gigantesques et souvent écrasants. Ça donne une sensation ou un sentiment vertige, de vertige. On a l'impression d'être petit, en fait, tu vois, face à l'immensité du monde.
Bon, bien sûr, pour l'époque, il faut savoir raison garder, les jeux ont évolué depuis, mais il y a toujours quelques moments où on a quand même cette impression de gigantisme. Les environnements racontent une histoire à eux seuls, on va avoir des statues brisées, des temples en ruine, une architecture cyclopéenne ou même des passages désolés. Et je trouve que c'est la force d'un grand jeu pour moi, c'est quand rien que le décor te raconte quelque chose sans avoir à te le dire. Et ça, c'est ce que j'aime en fait. On a également des créatures rencontrées qui s'inspirent largement du folklore européen ou de l'imaginaire horrifique de la Hammer. Donc la Hammer, c'est eux qui ont inventé Frankenstein, Dracula, le loup-garou, enfin inventé, disons qu'ils l'ont popularisé, on va dire. On va retrouver du coup loup-garou, troll, vampire, nécromancien, on va avoir des titans colossaux, les seigneurs des ombres en particulier qui bénéficient d'un design spectaculaire et ils sont à la fois monstrueux et symboliques, un peu comme les créatures de Frankenstein, tu vois. Et pour moi, c'est un des plus gros points forts du jeu. On a également la musique, qui est composée par Oscar Araujo, donc qui joue un rôle fondamental. Les orchestrations sont épiques, mélancoliques et dramatiques. Ça renforce cette intensité qui se veut émotionnelle, c'est le but du projet, du récit. Et chaque combat majeur est sublimé quand même par une bande-son puissante, digne des plus grandes productions cinématographiques. Tu vois. Ouais, c'est un petit côté Seigneur des Anneaux d'ailleurs. carrément. Et quand tu parlais de la mise en scène tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. La mise en scène. Et peut-être que c'est là où Hideo Kojima a apporté sa patte. Je sais pas trop vraiment son implication sur ces sujets-là. Je pense. Mais tu parlais du titan. On a le boss, le titan de glace, qui fait ultra penser à Shadow of Colossus. J'en parlerai. Ouais, tu vois, des moments comme ça, hyper saisissants d'un point de vue de direction artistique et mise en scène qui font que le jeu nous marque pas mal. Et en plus, ce que j'ai rajouté, c'est que il y a beaucoup de références assez subtiles quand même aux autres Castlevania, notamment le 4, parce que des petits clins d'œil, tout à ouais, fait. C'est pas des gros trucs. Et t'as vu, là, c'est vraiment. On peut passer à côté, quoi. Ouais. Après, il y a carrément, on a Marie Belmont, on retrouve des vrais personnages qui sont parfois un petit peu réécrits, mais c'est bourré de références. Parce que je crois qu'il s'appelle Enrique Alvarez ou quelque chose comme ça. Enrique, oui. Le réalisateur du jeu, qui est un fan absolu du 4. Et c'est vrai que si on aime le 4, moi c'est un de mes épisodes SNES préférés, c'est bardé de références et en ça c'est assez cool, mais c'est subtil. Après c'est vrai que si on connaît pas le 4, on passe totalement à côté, mais c'est vraiment bien fait. Autre changement, et le plus radical, c'est le gameplay. Oui. Le jeu abandonne totalement le style Metroidvania pour adopter une approche action-aventure 3D à la God of War, donc le God of War de l'époque. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est que Kratos utilise les lames du chaos, et du coup, Gabriel va utiliser son arme emblématique, c'est le combat cross, c'est une croix extensible en fouet, en fait, pour rappeler les anciens Castlevania. Et ça sert à la fois du coup de fouet, d'armes de mêlée, ce qui est quand même très proche on va dire en termes de gameplay vraiment de God of War, parce qu'on va retrouver le même style de coups, on va avoir des enchaînements de coups classiques, rapides, on va avoir des coups lourds, des esquives, des pouvoirs magiques en fait. Donc vraiment, ils se sont dit, on kiffe God of War, on va le transposer dans l'univers de Castlevania. Mais c'est un beau contre-pied parce qu'en plus, je trouve que d'avoir transformé le Vampire Killer, qui est l'un des plus grands symboles de la saga 2D et certains épisodes 3D aussi, mais je trouve que rien que le changement d'arme symbolise à lui seul ce qu'est la transformation de cette saga à travers de Lord of Shadow. Et d'ailleurs, il y a énormément de croquis sur cette croix. Il y a eu pas mal d'idées qu'ils ont fait par rapport à ça pour vraiment en faire c'est un élément fort. L'objet religieux et de combat, donc un élément fort qui est un grand symbole. Voilà, et du coup, on sent que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment travaillé pour le mettre en avant systématiquement. Mais c'est hyper malin. Il n'y malin. a pas énormément d'armes dans le jeu, c'est vraiment cette croix qu'on améliore au fur et à mesure. Il y a deux types de magie disponibles, la magie de la lumière qui est axée sur la défense et la régénération, et la magie de l'ombre orientée vers les attaques et la puissance brute. Ça intègre également un petit peu la façon de penser de Gabriel Belmont, qui est toujours tiraillé entre deux choses, et rien que dans les magies qu'on utilise, en fait, on ressent cette dualité. Le jeu intègre également des phases de plateforme, des puzzles environnementaux, des combats contre des boss gigantesques. C'est souvent spectaculaire. Ces affrontements rappellent donc forcément, je le disais tout à l'heure, ceux de Kratos face aux titans, mais également une mise en scène à la Shadow of Colossus en fait. On va retrouver également des actions contextuelles. Enfin, c'est du pur cru Saw 2010. Ouais, clairement. On est vraiment sur un jeu dans son époque avec des QTE par moment. Qui est passé après God of War. Enfin, je pense que tu as cité le meilleur exemple qui est sorti en 2006 ou 2007, je sais plus. Mais qui a marqué vraiment l'industrie du jeu vidéo et qui a offert une transition vers ce type d'action RPG. Et c'est saisissant quand on regarde les deux jeux, je trouve.
Ah oui, ça là-dessus, il y a pas de débat. Après, malgré ses inspirations évidentes, hein, donc comme je disais tout à l'heure, et tu en parles également, Lord of Shadow se distingue profondément sur des autres jeux de la saga, donc Castlevania 4 bien sûr. Tout d'abord aussi, là où on va retrouver une différence, et on va dire c'est là que le jeu enfin, m'a vraiment happé pour le coup, c'est le protagoniste Gabriel Belmont que j'aime beaucoup. C'est pas un héros classique, il est quand même vulnérable, silencieux, il est même souvent dépassé par les événements. Contrairement à un Kratos qui est très très énervé et c'est vraiment une course en avant où il tape sur tout ce qui bouge. Là, lui, même s'il va taper sur tout ce qui bouge, on sent que petit à petit, il perd quelque chose au fur et à mesure de son parcours. C'est celui d'un homme en fait qui se perd peu à peu dans sa quête et il est prêt à tout sacrifier, y compris son humanité pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose que le jeu arrive à très bien retranscrire. Ensuite, le ton du jeu est résolument tragique, c'est même plutôt adulte par moment. Là où les anciens Castlevania mettaient l'accent sur l'héroïsme et l'aventure, et du coup, par définition, la quête du héros, Lord of Shadow propose une réflexion sur la douleur, la foi, la vengeance et la fatalité. Et je trouve que cette itération de l'univers est beaucoup plus profond narrativement. Encore une fois, on a quand même évolué en termes de technologie, et c'est là qu'on ressent vraiment la patte Kojima. Enfin, le jeu ose réécrire la mythologie Castlevania. Donc, il prend des grosses libertés scénaristiques, hein, parfois audacieuses. C'est un jeu clivant. Hein, certaines libertés ont vraiment divisé les fans à l'époque. Mais, à mon sens, ça a également permis de redonner un souffle nouveau à cette licence. Et ces choix ont fait de lui mon jeu préféré de la saga. Malgré ses nombreuses qualités, je vais quand même parler des défauts, parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Donc ça, c'est important de le dire. Premièrement, son manque d'identité propre. Hein, on en parlait tout à l'heure, les inspirations God of War, Shadow of the Colossus, ou encore Devil May Cry, c'est trop évident, ça te pète à la tronche. Voilà, et ça te donne l'impression que le jeu imite plutôt qu'il innove. Je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, la caméra qui pose régulièrement problème, ça, c'est notamment l'époque, lors des combats et les phases de plateforme. C'est l'époque. Clairement, ça peut entraîner de la frustration. C'est une caméra fixe en vue de 3/4 au-dessus et qui bouge en même temps que ton personnage, comme les premiers God of War. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même salement vieilli. Ça, si vous voulez vous le faire, voilà, je vous alerte par rapport à ça. Le rythme du jeu également est assez poussif par moments. Certaines séquences s'étirent inutilement avec des combats répétitifs ou des pulses souvent peu inspirés, mais encore une fois, c'était la mode à l'époque. Et enfin, même si ce n'est pas mon délire, je regrette quand même l'abandon des racines Metroidvania. C'était une des forces pour moi de Super Castlevania, qui était sorti sur Super Nintendo. Et pour continuer la comparaison, je verrais bien un nouveau Castlevania dans la lignée des 2 premiers God of War, du coup, qui sont sortis dernièrement, car pour moi, ils réunissent le meilleur des 2 mondes. On va avoir le côté action d'un côté, qui fonctionne toujours bien, mais on a toujours un côté Metroidvania où on doit revenir en arrière pour ouvrir des portes en fonction de ce qu'on va débloquer. Et ça permet de voir sous un autre point de vue l'univers de God of War, donc j'aimerais qu'il s'inspire des nouveaux God of War pour faire des nouveaux Castlevania. On pourrait dire la boucle est bouclée, c'est vrai que c'est une bonne idée. En plus, ils ont intégré des éléments Rogue dans le dernier God of War Ragnarok avec le DLC qui est... Valhalla, oui, exactement, Valhalla, pardon. Et ça collerait super bien à la saga Castlevania. Enfin, c'est vrai que ce serait très cool. Quand j'ai refait les jeux, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ils se sont inspirés de la saga God of War. Et pour moi, l'ancienne saga de God of War a peut-être vieilli, mais c'est une très grande saga, plein de niveaux. Et surtout, je pense qu'on apprécie davantage les 2 derniers God of War, connaissant tout le background de Kratos, en fait. Et je me dis que s'ils veulent faire une suite au Lord of Shadow, partir sur cette nouvelle direction, ce serait une très bonne idée. Pour finir aussi sur les points d'art, c'est l'identité musicale. Donc elle est originale, mais toutes les compositions classiques de la série sont à bonnet absente, en fait. Ils ont réutilisé quasiment aucune partition. Et ils partent vraiment sur du neuf. Après, il n'y a rien de mal à ça, à faire un reboot de 0, mais j'aurais quand même kiffé quelques reprises, parce que quand même, les musiques de Castlevania, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et par moments, ça aurait pu être sympa. Je vais conclure. Castlevania Lord of Shadow est un jeu ambitieux, imparfait, mais profondément marquant. Il représente une tentative courageuse de réinventer une licence légendaire en assumant des choix radicaux, tant sur le plan du gameplay que sur la narration. Grâce à une direction artistique somptueuse, une musique mémorable et une histoire tragique portée par un protagoniste assez complexe, je dois dire, le jeu réussit à proposer une expérience intense et émotionnelle.
Malgré ses défauts et son gameplay vieillissant, il a quand même pris un bon gros coup de pelle dans la poire. Lord of Shadow demeure une œuvre importante dans l'histoire de Castlevania. Il ne remplace pas les anciens opus, Non. mais il prouve qu'une légende peut mourir et renaître sous une nouvelle forme, une forme plus sombre, plus humaine et surtout profondément tragique. Et il réussit à transformer une saga pour le meilleur presque 10 ans avant le diptyque de God of War, rien que ça. Donc si vous voulez lui donner sa chance, il est rétrocompatible sur Série X, S, vous pouvez le jouer également sur PC, et en plus il a une amélioration HDR, donc pas de FPS boost, mais au moins vous vous retrouverez avec une meilleure qualité d'image, moins de scintillements, parce que je sais pas si tu te rappelles à l'époque, il y avait beaucoup d'aliasing. Ouais, c'est l'époque. Voilà, donc là il y en a vraiment moins, et il y a même des petits effets de caméra quand on est dans la neige, où on voit la caméra se geler, des choses comme ça qu'on ressentait pas forcément avant, qu'on ressent davantage cette année. Enfin cette année, maintenant quoi. Eh ben écoute, c'était carrément cool, je te rejoins sur tout. En fait, je suis carrément d'accord avec ton analyse, surtout qu'ils ont eu le parti pris de changer complètement le paradigme du jeu. C'est un peu, moi je le compare souvent avec Metroid Prime, ce qu'a fait... ce qu'on fait le pour studio. Le premier Metroid Prime, ouais, exactement, ouais. C'est exactement ça. Au moment, en tout cas, trilogie, au moment où ils ont inventé la saga Metroid Prime, enfin le spin-off, c'est ce changement de paradigme très impressionnant qui fait que Lord of Shadow réussit à casser les codes, réussit à nous emmener dans une proposition très différente sans occulter l'ancienne saga 2D, mais en la réinventant. Donc c'est pour ça que c'est un bon parallèle avec ce qu'a fait Metroid Prime de la saga Metroid. Après, moi, c'est pas mon épisode 3D préféré, je préfère Lament of Innocence, mais qui est plus dans l'ADN des Castlevania, exactement, 2D, adapté en 3D. Et puis j'aimais bien l'histoire, la genèse avec Léon Belmont, etc. Mais celui-ci, ouais, c'est une masterclass. Et je me doutais que tu allais parler du héros. Moi, j'y suis moins sensible. J'avoue que je suis pas très fan de Gabriel. C'est pour ça que je préfère Léon de Lament of Innocence. Mais ouais, c'est complètement le genre de perso que toi, tu kiffes. Et je suis pas du tout étonné de te voir le mettre en point fort. Bah, surtout, quand on connaît la fin de God of War Lord of Shadow, en fait, ça... la psychologie de Gabriel prend tout son sens à ce moment-là, en fait. Et je sais que moi, ce fameux twist, quand c'est arrivé, j'ai fait waouh! Clairement, je l'avais pas vu venir, et c'est quelque chose qui m'avait happé, et pour moi, ça fait partie des twists les plus marquants de mon histoire personnelle du jeu vidéo, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Gabriel Belmont, c'est quand on voit justement l'évolution qui l'ont amené à ce point. Après, moi, tu me connais, les personnages torturés, c'est complètement pour toi. Moi, je sais pas que je suis pas très fan du perso, mais je comprends que tu l'aimes. Après, t'as fait un petit lapsus, t'as dit God of War Lord of Shadow. Donc, tu as fait un petit lapsus, mais qui résume bien, je pense, ta chronique. C'est en fait, c'est exactement ça. J'aurais dû appeler ma chronique comme ça, God of War, Lord of Shadow. Ouais. C'est donc la fin du test de la semaine. On va parler de Pokémon, une fois n'est pas coutume. Donc, une nouvelle série sur Netflix. Exactement. Donc, une série Pokémon Les Horizons qui est toujours en cours, qui a commencé en 2023, donc qui est quand même récente, qui est du studio OLM, donc le studio historique derrière la série Pokémon telle qu'on la connaît. C'est juste que la direction de la série a changé, et ça va être intéressant. Donc, ça a été diffusé au début sur Gulli, Canal J. Bon, tout ça, moi, j'ai pas. Mais en tout cas, Netflix, oui. Donc, vous pouvez suivre sur Netflix cette série et qui opère une transition. Donc c'est assez drôle parce que dans ta chronique, c'est ça le fond, hein, c'est la transition d'une saga vers une autre proposition. Et bien là, pareil, c'est une série qui se transforme, qui propose quelque chose de nouveau. Et c'est en ça où elle est intéressante à analyser. Donc c'est Pokémon Les Horizons. Je vous laisse avec un petit peu de musique et puis Kira, on en parle juste après. Le studio OLM, j'en parlais, donc il est fondé depuis 1994. C'est un studio qui, avec le temps, a su se diversifier. Il ne fait pas que Pokémon, ils ont fait Yokai Watch, notamment, qui a très bien marché. Et cette série, du coup, ce studio proposait le cycle Sacha, si je puis dire, si on peut l'appeler comme ça. Donc la série qui a connu une fin, où Sacha a fini sa quête de longue date et donc le héros est parti en retraite, si je puis dire. Donc c'est à l'occasion du revival de la série qu'une nouvelle réalisatrice, donc qui s'appelle Saori Den, qui est la nouvelle architecte de cette série Pokémon Les Horizons, et qui apporte finalement une certaine sensibilité
qu'il n'y avait pas dans cette série, dans la série originale, pardon, où c'est une série, si tu veux, dans la réalisation, on est toujours sur un dessin animé, que c'est plutôt pour les enfants, etc. Mais elle s'autorise des moments plus de silence, tu vois, des monologues, le rythme est un peu plus assuré. Enfin, elle a vraiment une patte particulière. ouais, qui différencie beaucoup de la série originale, qui était beaucoup plus frénétique. Tu vois, il se passait toujours des trucs, il y avait des gags tout le temps. Enfin voilà, c'était très dynamique avant. Là, elle a apporté une certaine sensibilité, mais qui colle plus au code du shonen actuel, hein, qui s'est évidemment modernisé hein, depuis. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est en termes d'inspiration, ce qu'elle a voulu insuffler dans sa série. Et d'ailleurs, le nom porte cette inspiration, c'est Les Horizons. On est plutôt sur un récit d'exploration. Là où Sacha, c'était évidemment la quête. Un peu la quête du héros. Voilà, le classique. On est sur le monomythe, hein, ça bouge pas. Exactement. Tu transformes un objet magique par un petit animal magique et voilà. On y est complètement. Elle est plutôt dans les récits de Jules Verne, on est plus sur de l'exploration. Et d'ailleurs, l'inspiration de Jules Verne est assumée. Ils ont un dirigeable, par exemple, qui s'appelle Brave Asagi, qui est un personnage un peu à part entière, tu vois, où le moteur ronronne, des fois il galère et tout. Enfin, c'est un peu drôle. Donc, il y a cette grande aspiration Jules Verne, cette grande volonté de nous proposer un récit d'exploration, d'archéologie presque, ce qui donne, si tu veux, une saveur un petit peu différente à une série finalement Pokémon où on est plutôt sur des divertissements voilà, plutôt classiques. Ouais, il y a un côté un peu plus aventure du coup. Et complètement, ouais, ça change vraiment, vraiment beaucoup de la série originale. Et donc le pitch, on suit Liko, donc c'est une jeune fille de Paldea, donc on est dans la région de Paldea, qui possède un mystérieux pendentif qu'elle a hérité de sa mamie. Sauf que ce pendentif, il a évidemment des pouvoirs, hein, voilà. Et elle est traquée par les explorateurs, qui sont la nouvelle sorte de Team Rocket, si on peut dire, avec quand même un changement, c'est qu'eux, ils sont une réelle menace. Tu vois, la Team Rocket, bon, c'est pas vraiment une menace en soi. Eux, ils sont là pour en découdre et vraiment choper son pendentif. Et elle a été secourue par les électacleurs, c'est pas facile, électacleurs volants, qui sont un groupe d'aventuriers. Faut vraiment imaginer des aventuriers grand chemin, tu vois, avec le professeur Fried. Et le capitaine du fameux dirigeable, c'est un Pikachu. Donc c'est le Cap Pikachu, le capitaine, avec sa petite casquette de capitaine. Et bon, bah, avec tous les gags qui vont avec, donc c'est très drôle. Il y a toujours l'icône de Pikachu, mais là, elle n'est pas associée au Pokémon de l'héroïne, qui est un... Ah, moi, j'ai oublié le nom de son Pokémon, c'est le petit Pokémon, un Poussacha. Tu sais, le chat vert, Ouais, Pokémon plante. C'est lui son Pokémon iconique. Mais il y a quand même un Pikachu qui est le capitaine du vaisseau et c'est assez rigolo. Et donc, l'ambiance, ils ont exploité un truc que j'adore dans Pokémon, c'est le lore un peu légendaire. C'est que il y a la légende des 6 héros de Lucius. Et toute la quête va être tournée autour de cette légende et nos personnages vont devoir finalement résoudre un gigantesque puzzle archéologique qui fait qu'on est sur, comme je disais un petit peu tout à l'heure, sur de l'exploration, sur de l'aventure, sur du mythe, sur de la légende. Et ça, c'est quand on avait parlé de Pokémon Zeta, je l'avais dit que moi, c'est un des aspects que je préfère sur Pokémon, c'est l'aspect mythologique. Et ça, justement, c'est une série qui est nimbée de mythologie. Donc, j'aime beaucoup. D'accord. Ouais, non, c'est clair que ça change en plus. Ouais, ça change complètement. Et les thèmes un peu plus profonds, donc il y a la communication. Liko, c'est une petite fille plutôt réservée au début, donc on va voir un peu prendre en maturité, en densité, tu vois, émotionnelle. Il y a la partie héritage, parce qu'elle hérite du pendentif de Liko, mais ce qui va avec, donc les ennuis que ça lui occasionne, puisqu'elle est pourchassée à cause de ça. Il y a un autre protagoniste qui s'appelle Rod, qui a lui hérité d'une Pokéball antique. Donc pareil, il faut comprendre comment elle fonctionne, à quoi elle sert, etc. Et tu as l'interaction de ces deux personnages, donc Liko et Rod, au sein de ce groupe d'aventuriers, de ce vaisseau, où ils ont tous un rôle. Il y a le cuisinier, il y a le mécanicien, il y a le soigneur. Et eux doivent trouver leur rôle dans ce groupe d'aventuriers. Et si tu veux, on n'est plus sur un héros moteur, Sacha, qui a créé son petit groupe d'amis. On est plutôt, là, on suit une héroïne et un héros, Rod, qui doit
qui doivent plutôt faire leur place dans une équipe de héros déjà établis. Et ça, pareil, je trouve que ça change pas mal la vision qu'on a des héros et des personnages. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que ouais, pour le coup, on n'a pas ce côté, le pouvoir de l'amour fraternel et tout. Ça a l'air d'être un peu différent le paradigme. Ouais, c'est complètement différent dans la façon dont c'est narré. Évidemment, on est sur un truc quand même feel good et tout, donc il y a des moments d'amitié, de force, mais ça tourne pas autour de ça. C'est ça qui est vraiment différent. Et dans le game design narratif, j'allais dire, mais ça se dit pas. Bon, on va dire que ça existe. on va dire que ça se dit maintenant. Pokémon avant la première série, c'est quoi? C'est ils arrivent en ville, donc rien à voir avec la chanson de Balavoine. Donc peut-être que vous l'avez tous en tête maintenant, Starmania. J'y pensais justement. C'est peut-être un peu vieux aussi. Ouais, c'est peut-être un peu vieux comme référence. Change de trottoir. Ouais. Donc ils arrivent en ville. Donc vous pouvez vous la refaire dans la tête. Il y a un problème local, voilà, il se passe un truc, il y a un incendie, bref, on ne sait pas. Il y a la Team Rocket qui arrive et ça finit en combat. La structure narrative d'à peu près tous les épisodes de Pokémon, c'est ça à la base. Là, ce qui change énormément, Kira, c'est qu'il y a un fil conducteur. On n'est plus sur un épisode, une thématique, on peut regarder les épisodes dans le désordre, etc. C'est une série scénarisée au long cours où il y a une quête et en fait les personnages évoluent d'épisode en épisode en épisode, ce qui crée, enfin c'est plus du tout la même approche que l'on a vis-à-vis des épisodes, c'est beaucoup plus organique et déjà ça doit se suivre dans l'ordre là où on avait avant, c'était pas le cas quoi. Ouais. On a déjà vu une série faire ça, changer de héros, changer un petit peu la nature de la série. Moi, je pense toujours à Yu-Gi-Oh! Que j'aime énormément. C'est une autre série que j'aime beaucoup. Et à un moment, à la cinquième génération, je crois, je ne suis pas un expert de Yu-Gi-Oh! Attention, mais il y avait Yugi Moto qui était le héros qui se barre et c'est un nouveau héros. Et je trouve que quand une série fait un changement aussi majeur quand même de héros, c'est pas évident de s'y retrouver. Souvent, c'est un peu casse-gueule en fait, parce qu'on s'attache à un personnage. On a un peu le même principe dans Clair Obscur, mais j'en dirai pas plus. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes raisons. Enfin. C'est pas tout à fait les mêmes raisons, mais pour dire, tu t'attends pas qu'à un moment ça, bon, voilà quoi. Voilà, en tout cas, à un moment, Sacha, il est parti à la retraite et c'est Lico aujourd'hui qui a pris le relais. Et j'aurais bien un vieux Sacha, tu sais, un peu sur le retour en mode Rocky, qui forme un nouveau, ça serait marrant. Peut-être, ça peut être sympa. Mais en mode vieux con, c'était mieux avant et tout. Ça serait mais en tout cas, ce qui est rigolo dans cette approche, c'est que ils ont profité de ce changement de héros pour faire un changement de fond de la série. Elle ne raconte plus les mêmes choses, elle ne raconte pas les choses de la même façon. Comme je disais, on n'est plus sur des épisodes épisodiques finalement, où un épisode a une histoire. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus scénarisé, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus dense. Et je trouve que c'est une prise de risque qui finalement est salutaire. Et pour la première fois, je trouve vraiment que c'est une série Pokémon, enfin un produit Pokémon qui existe comme une œuvre à part entière, là où la série avant était toujours rattachée évidemment aux jeux Pokémon, au merchandising, etc. Cette série propose vraiment quelque chose de nouveau qui lui donne une place un petit peu à part dans les productions Pokémon. Et ça en fait vraiment une œuvre à part entière et je trouve que c'est assez rare sur cette licence pour être souligné. Surtout que ça a tendance un peu à se répéter en fait, Pokémon, parce qu'ils reprennent la structure des jeux en fait. Une personne découvre un univers, il a son Pokémon, il part à l'aventure et point barre en fait. Et pour les séries, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup pareil. Il y a eu quelques fulgurances avec la série La Standardiste Pokémon. Oui, réceptionniste. La réceptionniste Pokémon, qui était super cool d'ailleurs en stop motion. Et je trouve que là, ils prennent un petit peu de liberté pour faire autre chose, ce qui est très bien. Et j'espère qu'ils feront pareil dans le jeu vidéo du coup. Mais ça, en tout cas, ça a l'air d'être complètement différent. Ouais, complètement. T'as bien analysé le truc. Et en fait, je trouve vraiment que c'est une série qui prend de la hauteur. Et c'est presque ma conclusion que tu as fait là, c'est que Pokémon aujourd'hui, je suis un grand fan, tu es un grand fan, on adore Pokémon pour plein de raisons, parfois même ça ronronne, parfois différentes, exactement. Ouais. Mais je trouve que c'est une série qui prend rarement le temps de la prise de hauteur, la prise de recul, essayer de casser un peu les codes. Là, cette série, elle a tout cassé en fait. Elle a changé le héros, elle a changé la structure de la série, elle a fait quelque chose de plus dense, plus scénarisé, qui se suit sur le long cours. C'est une vraie prise de risque à l'heure actuelle. Et en plus, elle traite un des sujets qui ne sont pas forcément les plus mainstream dans Pokémon. On n'est pas sur de la ligue, on n'est pas sur des combats, on n'est pas sur de l'arène, on est sur le folklore, la mythologie, les mythes. Et ça, c'est un contre-pied aussi qui est très intéressant. Ça me fait penser un petit peu au film Détective Pikachu, en fait, où on n'a pas une histoire d'arène ou de choses comme ça, c'est une histoire,
dans l'univers de Pokémon en fait. Et moi, je m'aperçois, c'est ce que j'ai tendance à aimer le plus maintenant, c'est une histoire dans cet univers foisonnant plutôt que le sempiternel voyage du héros. Et ben en conclusion, Pokémon Les Horizons, c'est une série dans l'univers de Pokémon. Mais en fait, quand une série arrive à produire ça, ou un produit, ou un film, peu importe, quand il y a ce sentiment de renouveau, c'est là, je trouve, qu'on arrive à retrouver un peu l'étincelle du début. Comme sur Pokémon Bleu, la première fois que je l'ai lancé, bah, ça donne un peu ce sentiment de nouveauté, avec toujours le confort de ce qui est connu, de ce qu'on aime, etc. Mais avec un nouvel élan. Et Pokémon Les Horizons, c'est ça, c'est un nouvel élan. Donc, moi, je salue vraiment l'initiative en termes de l'initiative créative, tout ce qu'il y a derrière. Après, la série, moi, je l'aime beaucoup. Après, voilà, les goûts et les couleurs là rentrent en jeu, évidemment. Mais en tout cas, dans ce qu'elle a souhaité proposer, dans les thèmes abordés, dans la construction, je trouve que c'est vraiment ce que la série Pokémon avait besoin. Donc, c'est chapeau bas. Moi, c'est un petit coup de cœur que je vous partage. En tout cas, c'est vrai que ça fait envie. Donc, c'est une série spéciale Netflix ou c'est une série qui est diffusée sur Netflix? Enfin, je veux dire, c'est une prod Netflix, tu le sais? Non, je ne sais pas. Enfin, je sais que le studio, c'est OLM. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour Netflix? Je pense pas. Je pense que c'est Netflix qui a raflé, parce qu'il rafle pas mal de choses Pokémon en ce moment. Je sais que la Standardise, je crois que c'était une prod Netflix. Ah oui, c'est tout à fait vrai, je pense. C'est ce que tu avais dit de mémoire. Ouais, complètement. Mais là, non, je ne pense pas que ce soit dédié à Netflix. C'est juste qu'ils ont récupéré les droits et c'est très bien. Donc, si vous avez un abonnement Netflix, lancez-vous, faites au moins. Après, il y a elle a le défaut de ses qualités, cette série. C'est que c'est un peu plus long à se mettre en œuvre. Tu vois, un épisode de Pokémon, tac, c'est efficace tout de suite, t'as un début. Oui, c'est l'avantage du format épisodique, c'est qu'ils peuvent envoyer direct au bout de 5 minutes. En fait. Et l'inconvénient, bah, c'est un inconvénient que la série a, et je ne l'ai pas dit alors que je l'avais noté, mais c'est que c'est un peu plus long à se mettre en place, c'est moins rythmé. Donc regardez pas un épisode, regardez-en 3 pour que tout se mette un peu en place, et vous verrez que ça vaut le détour. C'est donc la fin de ta chronique sur Pokémon Les Horizons. Les Horizons, tout simplement. Mm-hmm. Donc, à voir sur Netflix. Comme on arrive en fin de chronique, est-ce que tu as des big up, des choses que tu souhaites dire? Non, j'en ai pas noté cette semaine, Kira. Eh ben écoute, moi non plus. Donc en attendant, je te laisse le mot de la fin pour conclure et ainsi se terminera l'épisode de la semaine. Eh ben merci beaucoup Kira pour cette co-animation et ce beau test sur Castlevania, ça m'a fait très plaisir, je l'adore comme toi. Je t'avoue que ce test-là, j'en suis pas peu fier, donc j'espère qu'il va vous plaire. Surtout, écoutez, faites-vous plaisir, c'est ça l'important. Jouez bien à Castlevania, Lord of Shadow ou God of War, Lord of Shadow comme vous voulez. Regardez Pokémon Les Horizons, écoutez de la musique, lisez des livres, bref, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie et Kira, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tu nous fais un petit peu de teasing sur ce que tu Ah ouais, j'ai pas fait ça. Metroid Prime 4 la semaine prochaine. Ça sera donc Metroid Prime. Et toi ? Et moi, ça sera la première série Castlevania, du coup, pour continuer. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.